Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette nouvelle session Ma vie de chercheur des jeudis de la recherche paramédicale. Vanessa Zanzoni est infirmière en recherche clinique au CHD de Vendée et nous propose aujourd'hui une présentation de son projet Fixatube relatif à la comparaison de méthodes de fixation de sondes d'intubation en réanimation. Alors, c'est un projet d'étude pour lequel Vanessa a obtenu fin 2019 un PHRIP et j'en profite donc pour lui renouveler ici toutes mes félicitations. Merci. Avant de commencer, 3 mots quand même pour vous rappeler que c'est un webinaire qui est en accès écoute seul, mais vous pouvez poser des questions en faisant usage du panel questions. Je me chargerai de relayer ces questions à Vanessa en fin de session. Vanessa dispose d'une 20-25 minutes pour présenter son projet, sa vie de chercheur. Un point quand même un peu plus formel, le webinaire est enregistré et la vidéo sera diffusée sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Donc vos questions impliqueront la diffusion de vos noms, vos prénoms, de votre fonction potentiellement et toute autre donnée que vous nous donneriez à ce moment-là. Donc en conséquence, vos questions vaudront autorisation d'enregistrement et de diffusion. Voilà, pour l'heure, je me réjouis de laisser la parole à Vanessa. Je vais te céder les droits de présentation. Alors, le contrôle à Vanessa. Est-ce que tu as des droits de présentation maintenant? Non, Non, pas encore. il ne s'affiche pas. Ça va venir, oui. Ah, d'accord. Hop. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Je remercie le GIRSI de m'avoir invité à présenter les jeudis de la recherche paramédicale, ma vie de chercheur. Et je voulais prendre juste quelques secondes, car à 14h30, normalement, nous devions faire une minute de silence pour notre collègue qui est décédé sous des coups d'un patient le 13 février dernier. Et voilà, je voulais avoir une pensée pour sa famille et remercier d'avoir fait ce petit aparté avant ma présentation. Voilà, toutes mes pensées pour la famille d'Élodie. Voilà, je me présente, donc Vanessa, je suis infirmière de recherche clinique au CHD Vendée. Je vais vous présenter donc ma vie de chercheur avec, dans un premier temps, une ou deux diapositives sur mon parcours infirmier et la présentation donc de mon projet Fixatube, de l'idée jusqu'à l'élaboration du projet et du protocole. Je suis infirmière diplômée d'État depuis 2005. J'ai travaillé dans 3 réanimations différentes et j'ai intégré le CHD Vendée en 2010. J'ai donc appris à faire partie d'une équipe de recherche clinique qui était active au niveau de la réanimation et j'ai pu l'intégrer en 2013 à 50% dans un premier temps. Puis, j'ai eu un poste en 100% à partir de 2014. Ce poste m'a permis de participer à beaucoup d'études d'investigation, aussi bien médicales que paramédicales. J'ai aussi participé à de la promotion en faisant des monitorings. Et j'ai eu vraiment la joie de faire une partie de l'étude Oxirea en tant que PI, donc investigateur principal de l'étude. Voilà. J'ai eu les premières idées de mon projet Fixatube en 2017-2018 et j'ai commencé à en parler à certains médecins de mon service pour qu'ils puissent un petit peu m'aiguiller et m'aider. Donc, comment arriver de l'étude jusqu'au projet Fixatube? Alors, j'ai déjà eu des questionnements sur les différentes attaches de sondes qu'on rencontrait dans les diverses réanimations. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai fait 3 réanimations différentes et dans ces 3 réanimations, j'avais 3 fixations d'intubation différentes. Et j'ai commencé à me demander pourquoi telle ou telle fixation. Et j'ai essayé de faire des recherches sur PubMed, voir s'il y avait des articles. J'étais un petit peu perdue à l'époque. Un médecin de la réanimation m'a aidée et m'a dit qu'il y avait très peu d'articles et que je devais essayer de me lancer dans ce projet. Grâce à mes collègues, j'ai appris aussi qu'il y avait une étude, IDEFIX, une étude observationnelle multicentrique dans plusieurs réanimations françaises
qui était sur une étude donc observationnelle pour comparer les diverses lésions qui étaient faites avec les attaches utilisées dans les différentes réanimations. Puis, j'ai demandé à ma cadre de pouvoir faire un DU de recherche paramédicale qui a eu lieu de janvier 2019 à septembre 2019 pour parfaire mes connaissances et pouvoir essayer d'élaborer un projet et surtout une lettre d'intention, voire un protocole si celui-ci permettait d'aller jusqu'au protocole. Le DU ayant lieu entre janvier 2019 et septembre 2019, ça m'a permis d'avoir les bases pour pouvoir déposer une lettre d'intention au PHRIP en mars 2019. Puis un dépôt du protocole en PHRIP, donc en septembre 2019. Pourquoi les fixations d'intubation? Environ 100 000 patients hospitalisés en réanimation plus de 48 heures requièrent une assistance respiratoire invasive. La vérification de la fixation de la sonde d'intubation est un rôle infirmier, un acte infirmier. La première indication de la fixation, c'est d'assurer le bon maintien de la sonde dans un premier lieu. Et la fixation adéquate, c'est donc assurer la bonne ventilation, le bon maintien et minimiser les complications telles que les auto-extubations, les extubations surtout accidentelles. Et ces sondes, les fixations peuvent entraîner des lésions péribuccales telles que les escarres, les cisaillements ou l'arrachement cutano-muqueux. Et c'est le rôle de l'infirmière de prévenir ces complications et aussi de faire les pansements adéquats si ces complications arrivent. J'ai fait des recherches et je n'ai trouvé aucune recommandation formelle sur l'utilisation de telle ou telle fixation. Et je me suis aperçue qu'en fait, les systèmes utilisés variaient d'un service à l'autre selon les habitudes du service. J'ai donc voulu faire un état des lieux. Donc, je suis partie de l'étude IDFix qui datait de 2011 et je me suis dit qu'en 2019, peut-être les choses avaient évolué. Donc, j'ai envoyé des questionnaires au niveau de réanimation, à peu près 75 questionnaires. Sur ces 75 questionnaires, j'ai 29 réanimations qui ont répondu à celui-ci. J'ai donc fait une comparaison des différentes attaches utilisées et je me suis aperçue que l'élastoplaste et le galon plus tube, c'est-à-dire un cordon dans une gaine PVC, arrivait dans les deux premières fixations les plus utilisées. C'était un petit peu différent de ce qui avait été mis en avant sur IDFix, qui montrait par exemple l'élastoplaste en 3e position. De ce questionnaire, j'ai commencé à travailler sur les articles, donc un peu plus en profondeur pour vraiment trouver des articles qui pourraient étayer mon sujet, de comparer ces deux fixations. Donc, très peu d'articles trouvés. Une étude en 2017, c'était une étude surtout pour mettre en avant une nouvelle échelle afin d'évaluer les lésions muqueuses. En effet, actuellement, nous n'avions que l'échelle NPUAP, l'échelle d'escarres, qui est très connue par les infirmières pour évaluer les escarres, mais c'est des lésions cutanées. Et les lésions muqueuses que nous pouvons retrouver au niveau de la bouche n'étaient pas vraiment évaluées car des échelles n'existaient pas pour cela. Donc, j'ai retenu cet article. Puis après, j'ai trouvé un article sur un système, une comparaison de systèmes. Donc, c'était un système, ce que j'ai appelé sophistiqué, développé par l'industrie, type Angorfast, et le cordon simple. Mais du coup, c'était une étude qui était rétrospective, type avant-après, sur 6 ans, 3 ans avec le cordon simple, 3 ans avec la fixation type Angorfast. Et après, une autre étude entre ma lettre d'intention au niveau du PHRIP et mon dépôt de protocole, où une étude paramédicale randomisée a été, les résultats ont été publiés en mai 2019. C'était une étude qui comparait encore un système sophistiqué tel que le Angorfast aussi, et développé par l'industrie pharmaceutique, et une bande adhésive. Mais cette étude était donc randomisée, la première étude randomisée que j'ai trouvée, mais monocentrique. Je n'ai trouvé aucune étude multicentrique randomisée.
aucune n'a été faite jusqu'à aujourd'hui. Et c'est toujours des études qui mettent en avant des systèmes sophistiqués de l'industrie. Et je me suis aperçue qu'en fait, dans les réanimations en France, très peu en utilisaient, ou c'était ce que j'ai appelé des systèmes simples, tels que le cordon avec une gaine, du sparadrap ou du type élastoplaste. Donc de tout cela, j'ai commencé à écrire donc ma lettre d'intention et mon protocole avec des objectifs d'études tels que donc l'objectif principal, c'était de démontrer que la stratégie de fixation par bande adhésive élastique diminue le risque de développer une lésion péribuccale avant le 10e jour du maintien de la sonde d'intubation insérée par voie orale. Comment je suis arrivée à cet objectif, c'est que je me suis aussi inspirée encore une fois de l'étude IDEFIX, excusez-moi, et qui avait démontré que pour eux, la bande élastique adhésive entraînerait moins de lésions, mais que cela demanderait une recherche plus approfondie. Voilà. Et en objectif secondaire, j'ai voulu du coup, bien sûr, vérifier l'efficacité des dispositifs, aussi bien pour le maintien de la sonde, pour prévenir des auto-extubations, et ainsi que le repositionnement de la sonde, car c'est quand même l'objectif principal des fixations, et comparer les délais d'apparition des premières lésions selon le type de fixation utilisé, et aussi comparer l'intensité de ces lésions. Donc aussi bien niveau cutané avec l'échelle pour évaluer les escarres, et aussi bien pour les lésions muqueuses, et je vais utiliser l'échelle de Rompis que j'ai trouvée dans l'article de 2017. Et ainsi évaluer aussi l'incidence des lésions péribuccales. Le schéma de l'étude. Le schéma de l'étude, nous avons opté pour une étude en cluster crossover, randomisation des centres en fait. Pourquoi le cluster crossover? Nous voulions éviter des biais. Alors le premier, c'est partir sur la saisonnalité, c'est-à-dire d'avoir le même type de patient dans les bras A et le bras B, qui étaient bande adhésive élastique, cordon dans une gaine en plastique. Et éviter aussi le problème d'avoir des réanimations qui participeraient à l'étude n'ayant ni l'une ni l'autre des fixations, et qui se retrouveraient avec une randomisation patient par patient avec 3 types de fixations dans la réanimation, qui pourraient être très problématiques pour savoir vraiment garder le bras du patient. Et même, on peut tous penser à l'infirmière qui revient de vacances, qui voit une fixation qu'elle ne connaît pas, qui la change et remet sa fixation habituelle, et voilà, n'étant pas encore peut-être au courant du protocole en cours. Donc le cluster crossover permettait vraiment d'éviter ces biais-là et de partir donc pour éviter le plus de biais, on va dire. Voilà, donc les premières inclusions seraient en novembre 2020, mais chaque période d'inclusion serait avant une période d'adaptation de 2 mois au sein du service, où tous les patients intubés ventilés auraient la même fixation, c'est-à-dire les centres qui sont dans le bras A, bande adhésive élastique. Tous les patients rentrant dans cette réanimation et ayant donc une intubation auraient comme fixation la bande adhésive élastique, qu'ils soient inclus ou non dans l'étude. Voilà. Donc, comme vous a dit Régis, le projet Fixatube a eu son financement au PHRIP de 2019. Nous l'avons appris en fin d'année. Nous sommes actuellement dans le travail des papiers pour le CPP, pour envoyer tous les papiers en temps et en heure pour pouvoir faire une mise en place dès mai au niveau des centres, et suivre donc le schéma d'inclusion de l'étude pour démarrer les inclusions en novembre 2020. Pour conclure, alors la conclusion est assez longue, on va dire, parce qu'il y a eu tellement de choses sur ce projet et sur tout ce qui est arrivé en 1 an pour arriver à bâtir ce projet. C'est que j'ai découvert vraiment un travail pluridisciplinaire.
J'ai découvert le travail avec les biostatisticiennes, la biostatisticienne du CHD, ainsi que de travailler avec une chef de projet, Stéphanie Martin, et qui m'a appris énormément. Et j'ai découvert des facettes cachées au niveau des études parce que je ne connaissais beaucoup l'investigation, mais l'écriture aussi du projet m'a appris énormément. C'est un investissement personnel et j'ai vraiment donné beaucoup au niveau du temps, mais le DU de recherche paramédicale m'a vraiment aidée parce que même si j'avais les bases de la recherche, j'avais une meilleure compréhension d'une construction d'un protocole, d'une rédaction de lettres d'intention et surtout du rationnel que je n'avais jamais fait et que je ne connaissais pas. Mais ce DU m'a permis vraiment l'apprentissage de l'écriture et on va dire, dédramatiser la chose. Et surtout que c'est accessible quand même à tout le monde quand on peut être aidé par des personnes ressources. Et vraiment se tourner vers des personnes qui peuvent aussi nous aider, qui ont déjà participé à des projets ou des écritures d'articles ou de protocoles. Et c'est là où aussi j'ai eu le soutien de mon chef de service, des médecins, de mes collègues qui sont avec moi, qui travaillent tous les jours. Et ça m'a aidé énormément à avancer. Et ce soutien, ça a été un souffle aussi pour ce projet que j'avais envie d'emmener encore plus loin. Et aussi, comme difficulté, je me suis aperçue que j'arrivais à comprendre l'anglais. Je parlais de temps en temps anglais pour le besoin de la recherche clinique et des protocoles qu'on nous donne en tant que côté investigation pour pouvoir la compréhension des protocoles. Mais j'avais une difficulté pour vraiment la bonne compréhension des articles que je pouvais trouver ou que j'amenais à étudier, on va dire, pour le protocole. Et que de temps en temps, j'étais obligée de me tourner, par exemple, vers un médecin qui a plus l'habitude de lire des articles, les décrypter mieux, surtout au niveau de la stat. Et ça m'a énormément aidé de pouvoir me tourner vers eux. Voilà. Et de faire partie d'une équipe de recherche clinique m'a énormément aidée parce que j'avais déjà une notion de ce qu'était un protocole, j'en avais déjà vu. J'avais déjà mis en place plusieurs études au sein du service. Ça m'a beaucoup apporté parce que je voyais à peu près comment un protocole était fait. Mais du coup, il me restait tout ce qui était écriture qui était difficile pour moi puisque j'avais, même pendant mes études, pas participé à l'élaboration d'écriture, de recherche comme ça. Mais voilà, bien aidé, on peut y arriver. Voilà, je voulais remercier tous ceux qui sont venus m'écouter aujourd'hui. Je voulais remercier énormément mes collègues qui ont été un énorme soutien pour moi et qui m'ont accordé du temps, de la patience et beaucoup de relecture. Et les médecins qui aussi se sont énormément investis au niveau de mon service de réanimation. Même si c'est un projet paramédical, l'équipe médicale est derrière et me soutenait. Remercier aussi ma chef de projet, Stéphanie Martin, Lucie Planche, la biostatisticienne, qui ont été toujours là pour quand j'avais des questions et des interrogations, parce que l'écriture d'un article, ça emmène beaucoup de questions. Et quand on répond à une question, on en a une deuxième qui arrive. Et voilà, c'est un projet vraiment très intéressant. Et c'est que le début, en fait, voilà, maintenant. Et on espère aller jusqu'au bout du projet maintenant qu'il est lancé, puisqu'on a le financement et que voilà, les inclusions se passent bien. Et je remercie aussi les 16 réanimations, les 16 centres participants au projet Fixatube qui ont décidé de participer et de se lancer dans l'aventure. Voilà, merci beaucoup. Merci Vanessa. Alors je renouvelle mes félicitations parce que vraiment ta présentation s'inscrit exactement dans un des objectifs des cafés lecture, à savoir à la fois de nous faire part de ta dynamique
de recherche, la manière dont tu as pu séquentiellement franchir les différentes étapes. Donc, ça illustre parfaitement en fait ce qu'on veut partager auprès des paramédicaux qui veulent se lancer dans la recherche pharmaceutique. Euh, voilà, entre le moment, c'est un processus qui est très long, entre le moment où on identifie potentiellement une idée pour mener une recherche, le fait d'aboutir à poser la question de recherche, et ça passe par identifier la littérature, identifier les termes qui vont t'aider à, à chercher les bonnes publications support. Et puis, écrire une lettre d'intention, on parle souvent de mars d'une année, le protocole qui suit derrière 6 mois après, en septembre. Voilà. Tout ça est un processus qui est long. Alors aujourd'hui, il semble que tu te réjouis de tout ça. Et j'ai une mauvaise nouvelle, le travail ne commence que maintenant. C'est ça. C'est-à-dire que tu vas inclure des centres, tu vas faire face très vraisemblablement à des difficultés ponctuelles et localisées, des contraintes liées à une activité de service. Alors même si tu as mis en place des choses du type randomisation cluster crossover pour bien vérifier que les centres travailleront de la même manière, auront 2 mois pour se familiariser avec la technique, malgré tout, le vrai travail commence maintenant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que tu sois bardé d'énergie parce qu'il va t'en falloir, entre guillemets. Non, moi j'avais 2, 3 questions. Alors j'invite les auditeurs du jour à poser leurs questions s'ils le souhaitent, ça c'est toujours possible. Moi j'avais quand même malgré tout 2, 3 questions si tu veux bien. Est-ce que tu as pour objectif, in fine, la publication de ton étude? J'imagine que oui. Bah, j'espère bien. J'attends avec impatience de voir après les résultats. Mais le but, c'est oui, d'essayer après, donc quelque chose que je n'ai jamais fait non plus, pourquoi pas de publier après les résultats de l'étude Fixatube. Et je sais que c'est quelque chose qui va être encore quelque chose de nouveau parce que bah, écrire un article en anglais et voilà. Mais j'aimerais bien, oui. C'est en fait le but de l'étude, c'est toujours après de pouvoir partager ses résultats. Donc c'est ce que j'ai appris, on va dire, même s'il y a des fois on retrouve pas les articles tout de suite des études où certains ne veulent pas les republier, mais le but c'est quand même de pouvoir partager après ces résultats, surtout qu'il y a très peu d'articles sur le sujet. Donc et pourquoi pas d'évoluer sur d'autres questions. On a eu tellement de questions qui se sont posées au moment de l'écriture du protocole que peut-être d'autres choses me viendront dans la tête après. Pourquoi pas. Bien sûr, tu poses ta question de recherche basée sur des observations liées à ton activité de service au départ. Tu mets en place du coup et tu es financé pour cela une étude un peu plus robuste, multicentrique. Est-ce que l'objectif derrière, ce serait d'aller au-delà des frontières et peut-être de faire une étude européenne peut-être si voilà, ce sont des pistes. Ben, je sais pas du tout. Je me suis pas posé cette question au-delà des frontières françaises parce que après, il faudrait peut-être faire comme j'ai fait entre guillemets le questionnaire pour savoir ce que eux ils utilisent de leur côté. Parce que apparemment, certains utilisent les fameux fixations, comme j'appelle sophistiquées de l'industrie, telles que l'Angorfast, on le voit souvent avec, c'est des grandes bandes au niveau des joues et c'est très rigide comme fixation. Et en fait, ça s'adapte pas vraiment au visage du patient et souvent ça donne des lésions. Mais est-ce que c'est vrai ou il y a vraiment pas grand-chose de fait, mais par contre, je ne sais pas s'ils sont comme nous à utiliser des choses simples telles que les cordons, les attaches, pourquoi pas, mais là, j'étais déjà si je vais jusqu'au bout de Fixatube, que tout se passe bien, que j'ai pas trop, on va dire, de complications comme tu me l'as dit, ça sera déjà un beau parcours et certainement que d'autres choses me viendront après l'étude. Déjà, je me focalise bien sur l'étude et tout mettre en place. Là, il va falloir gérer les mises en place, que les ouvertures de centre se fassent bien, que les premières inclusions se passent bien aussi. Et voilà, je suis déjà dans cet objectif-là. On verra dans le futur. Voilà. Alors, tu as les félicitations de plusieurs personnes. Carole Aubertin te pose la question. Je voudrais savoir pourquoi vous avez fait le choix cordon plus tube et non pas cordon seul. Alors, j'ai pas pris le cordon seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le questionnaire que j'ai donné aux réanimations, il n'est pas sorti dans les 2 premiers utilisés.
Donc après, certes, j'ai envoyé à 75 réanimations, j'en ai 29 qui ont répondu, plus j'ai pris en plus la nôtre, donc ça faisait 30 exactement réanimations où je savais ce qu'ils utilisaient. Et en fait, le cordon n'est pas sorti dans les 2 premiers et j'ai voulu partir sur vraiment les fixations, on pourrait dire, les plus utilisées en France. Donc, comme le cordon avec la gaine en PVC est ressorti en deuxième, j'ai voulu comparer ces deux-là en premier. Voilà. Ok, c'est une approche ouais, qui est basée sur des observations, un questionnaire, donc effectivement, ça a du sens que de vouloir reproduire ce qui sortait le plus, quoi. Michael Markov nous demande quelles sont les localisations des lésions dans la littérature, entre parenthèses lèvres, muqueuse buccale, joues, oreilles. Alors là, je suis partie sur les lésions péribuccales, donc vraiment ce qui atteint la bouche. Je ne me suis pas focalisée sur les oreilles ou autres. Et en fait, au niveau de la bouche, on a des escarres qui peuvent apparaître au niveau de vraiment enfin, au niveau de la peau, au pourtour de la bouche, avec des appuis prolongés de certaines fixations, ou des arrachements dus sûrement aux attaches qui sont avec du sparadrap ou l'élastoplaste type élastoplaste tensoplaste qui, quand on les enlève, parfois peuvent créer des lésions au niveau d'arrachement. Et en fait, au niveau muqueux, c'est à force que la fixation appuie au niveau de la bouche, ça peut entraîner aussi des lésions au niveau muqueuse. Donc, en fait, au niveau du protocole, il va y avoir des photos prises et un comité d'adjudication pour voir les lésions. Donc, il va y avoir la lèvre qui sera soulevée au-dessus et au-dessous pour être sûr qu'il n'y ait pas des lésions qui apparaissent durant l'hospitalisation, enfin l'intubation du patient. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi muqueux et aussi cutané, en fait. Mais là, je me suis attardée que sur les lésions vraiment péribuccales. Alors, ouais, bien pour ce complément d'information, pour également ajouter un élément, on peut, lorsqu'un protocole est en cours et qu'il était accepté, J'ai plus de connexion. Est-ce que tu m'entends, Vanessa? Je n'entends plus. Tu ne m'entends plus? Alors, c'est étonnant. Là, tu m'entends, Je ne Vanessa? sais pas. Connexion lente. Ignorée. Attends, il a dû faire un truc. Alors, j'attends que tu récupères la connexion. Non, il ne doit pas couper. Il a écrit il a dû appuyer sur quelque chose. Non, j'ai appuyé sur rien du tout. Continue. Ah, c'est Vous fâcheux. m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, je ne sais pas si tu nous vois ou si tu nous entends. Ah oui, là, je vous entends de nouveau. Ah, c'est reparti. Alors, après ce petit souci, juste, je voulais ajouter un complément. Quand on a une étude en cours et que le protocole a été accepté, on peut toujours amender l'étude et rajouter des observations, des critères. Et si on le justifie correctement, c'est toujours possible par le biais d'un amendement. Ça, c'est pour l'information au plus grand nombre. Oui. Pierre Boulot me pose la question suivante. Pourriez-vous rappeler les critères d'inclusion et d'exclusion des patients de l'étude? Alors actuellement, les critères d'inclusion, ce sera des patients en réanimation avec une durée de ventilation supérieure à 48 heures, un pronostic supérieur à 48 heures. Avec, nous avons mis aussi la présence de vasopresseurs pour cibler la population afin d'obtenir une population plus homogène avec aussi le fait que les vasopresseurs, on voulait vraiment cibler la population dans un premier temps. C'est la première étude donc sur les fixations d'intubation randomisées multicentriques où en fait on sait que les vasopresseurs ont une incidence sur l'apparition de lésions cutanées. Et du coup, on a voulu cibler cette population pour être sûr d'être homogène au niveau de la population. Et après, en critères de non-inclusion, ça sera des patients qui, tous ceux qui auront déjà de la présence des lésions au niveau de péribuccale ou de la face ne seront pas pris dans l'étude. Les patients qui auront moins de 48 heures de ventilation, bon, ça c'est un critère d'inclusion, donc on va les exclure directement. Et après, c'est on va dire, des critères curatelle, tutelle, ne seront pas pris en compte. Et les patients aussi, excusez-moi, qui seront transférés d'autres réanimations.
Donc, s'ils ont fait plusieurs jours déjà dans une autre réanimation et qu'ils ont une ventilation avant, on ne les prendra pas en compte. Par contre, nous prendrons en compte les patients qui arriveront du SAMU ou du bloc opératoire si ils n'ont pas fait plus de 24 heures, on va dire, ailleurs. Mais au moment de leur arrivée en réanimation, ils auront directement la nouvelle fixation qui sera mise en place et une première, on va dire, vérification qu'il n'y ait pas de lésion pour pouvoir permettre l'inclusion du patient dans l'étude. D'accord. Le temps tourne contre nous, donc je vais relayer une dernière question et puis j'invite les gens à continuer la conversation avec toi à titre plus pro-personnel, hein, par l'échange de mails. Michael Markov me demande, existe-t-il déjà des études sur les lésions provoquées par des masques de VNI? J'ai pas fait attention vraiment à ça. J'ai pas recherché. J'ai vraiment recherché dans les articles des lésions dues aux sondes d'intubation. Dans les mots-clés, en fait, j'avais vraiment mis intubation, lésion, ventilation invasive. Et effectivement, je me suis pas vraiment penchée sur la question après des lésions VNI, quoi. Parce que je voulais, en fait, au niveau de la VNI, c'est pas une fixation comme l'intubation. En fait, c'est des attaches faites avec le masque. Et du coup, je me suis pas penchée sur cette question-là. J'ai vraiment mis des mots-clés en rapport avec l'intubation. D'accord, je ne peux pas ne pas relayer la dernière question de Pierre Boulot et puis après définitivement j'inviterai les gens à te contacter. Quid des patients de chirurgie ORL, chirurgie maxillo-faciale? S'ils n'ont pas de lésions au niveau, en fait, on nous a posé la même question au niveau des grands brûlés, enfin, des personnes brûlées, parce qu'il y avait un centre de Nantes qui participait. Et en fait, nous, dans le critère de non-inclusion, c'est vraiment des lésions, on va dire, si la personne est intubée orotrachéale et qu'elle n'a pas de lésion au niveau péribuccal, qu'elle nécessite du coup une ventilation de plus de 48 heures et les vasopresseurs, elle pourra être inclue en fait si elle a, à part si vraiment l'investigateur trouve une contre-indication à lui est propre parce que c'est une étude où voilà, c'est d'abord le patient qui prime avant l'étude, même si voilà, il y a toute la réanimation qui participera aura une attache spécifique pendant les périodes d'inclusion. Mais du coup, si elle n'a pas de lésion, elle nécessite une ventilation vraiment orotrachéale, pas naso, elle pourra participer normalement. Alors je pense que Monsieur Pierre Boulot voudra continuer la conversation. J'invite à te contacter directement parce qu'il y a encore des questions qui tombent. Pas de Donc, souci. désolé, Monsieur Boulot, je m'en tiens à ça. Non, je voulais simplement, parce qu'on va conclure ce café lecture, te remercier parce que vraiment ce parcours entre ton parcours personnel et puis l'enchaînement chronologique de tout ce que tu as pu mettre en place et ce qui va être encore mis en place à l'avenir illustre vraiment le fait que les professionnels de la recherche paramédicale peuvent se lancer. Tu disais désacraliser l'entreprise, effectivement, on est exactement là-dedans. Donc, bien sûr, il y a du travail, mais moi, je sais que des paramédicaux, tes aînés, certains d'entre eux ont pu continuer en faisant, par exemple, un PhD, une thèse derrière. Donc, c'est une idée que je te suggère. Voilà, pense-y. On n'en est pas là, mais on y viendra. Merci en tout cas. Je vais clore Merci à vous. ce café lecture en vous faisant savoir que le prochain café lecture aura lieu le 12 mars. Et c'est non pas Sylvia Prelon à Chartres, mais Benjamin Pileron, infirmier au CHU d'Angers, qui animera ce café lecture autour de son projet Social Sorting. C'est un projet relatif à la catégorisation sociale, à l'accueil des urgences et l'impact sur la prise en charge des patients. Tout un programme. C'est un projet qui a été auréolé d'un PHRIP comme toi en 2016. Donc, 12 mars, Benjamin Pileron. Merci Vanessa, merci à toutes les personnes qui ont assisté et à te retrouver sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers dans quelques jours Très bien. pour rediffusion. Merci beaucoup et bonne fin de Merci journée. à tous. Au revoir, bonne journée. Merci.